Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de podcast, une interview avec un intervenant extérieur qui vient pour nous présenter un peu sa vie, son programme, et aussi pour lui poser des questions autour d'un thème qu'on traitera un peu plus tard. Aujourd'hui, je suis accompagné donc de mes deux comparses. Bonjour Antoine. Bonjour Olivier. Et donc je vous propose qu'on rentre directement dans le sujet et qu'on laisse Monsieur Vélo se présenter un peu son parcours, comment est-ce qu'on arrive à faire de la communication, parce que ça reste une interview avec un communicant, en tout cas de retraité. Toujours, je fais toujours un petit peu de conseils, mais effectivement, Okay. j'ai toujours un problème avec le mot retraité. On a l'impression qu'on se retire, enfin qu'on s'en va. Oui. Non, moi je reste. Hein. C'est un peu, Je suis là. En anglais, c'est vrai que c'est retired, je Oui. crois, donc Oui. c'est qu'il y a quand même cette question de partir, de vraiment. Je t'en prie, Ouais. présente-nous un peu comment tu es arrivé dans le monde de la communication, quel était un peu ton parcours. Voilà. On va essayer de faire court. En fait, j'ai démarré. Je suis quelqu'un qui est autodidacte, qui a fait très très peu d'études. J'ai dû faire 1 an d'études de sociologie et ça n'a pas dépassé ça. Et j'ai très vite été dans l'action. Et donc, je suis rentré dans une agence de communication pour 3 semaines pour donner un coup de main, pour monter une conférence de presse. Il s'est trouvé que cette conférence de presse a très très bien fonctionné et qu'après j'ai rapidement amené les clients. J'avais compris un truc qu'on comprend pas toujours, c'est quand on parle pas beaucoup, on a l'air très intelligent. Donc j'écoutais beaucoup les clients, donc ils me trouvaient intelligent et j'arrivais à ramener des clients comme ça. Et donc, je suis rentré dans cette agence, j'y suis resté 4 ans. Cette agence, qui était une bonne agence, mais pas très bien gérée, a été obligée de se revendre à un grand groupe. Et là, je me suis dit, si je rentre dans un grand groupe, on va voir que je sais rien faire, quoi. Parce que là, j'ai réussi à mystifier tout le monde pendant 3-4 ans, mais un jour ou l'autre, ça va se voir. Donc là, dans une grande agence, c'est pas possible. Donc, j'ai monté mon agence, mais je l'ai montée en me disant, je fais ça pour 2-3 ans, je verrai ce que je fais après. Il s'est trouvé que je l'ai gardé pendant 40 ans. Donc, j'ai amené cette agence en 40 ans avec des hauts et des bas, bien sûr. Je l'ai montée et quand je l'ai quittée il y a 5 ans, c'était la première agence indépendante de communication corporate et relations publiques avec 120 salariés. Et je l'ai vendue pour terminer l'histoire, je l'ai vendue donc 6 mois avant le Covid, donc avec un petit peu de chance. Et je voulais me rapprocher de la nature et de la musique, ce que j'ai fait, puisque j'habite maintenant en Gironde, dans un très joli village qui s'appelle Ur. Et je me suis rapproché de la musique, puisque j'ai créé un festival de musique qui s'appelle les Nuits d'Ur, qui est un festival de jazz où je fais venir des excellents musiciens de France et d'ailleurs. Donc dans un festival qui reste à taille humaine, il y a maximum de 100 personnes, et c'est très chaleureux. Voilà, en gros, c'est ça mon histoire. J'ai aussi été président du syndicat des agences, donc ça m'a mis un petit peu au milieu de tout ça. Auprès de Merci aussi, j'ai fait partie d'un truc qui s'appelle la filière communication. Et puis, j'ai écrit plusieurs bouquins sur les communications aussi. Voilà, en gros, c'est mon parcours pour faire court. D'accord. Et ne pas oublier le nom aussi, c'est Welcome. Oui, c'était voilà. le nom. Bravo, Welcome, des ouais. bonnes informations. L'agence s'appelait Welcome. C'est ça. Et c'est que c'est un peu la question, c'est qu'est-ce qui peut pousser justement à faire de la communication? Est-ce qu'il y a eu un lien avec la sociologie ou vraiment c'était beaucoup plus une opportunité qui s'est présentée? Non, c'était vraiment une opportunité. À l'époque, je faisais pas grand-chose. J'étais un post-68ard, parce que moi, j'étais jeune quand il y a eu les années, quand il y a eu 68, et ça imprégnait énormément les sociétés. Et pour être complètement sincère jusqu'au bout, je me demandais même à quoi ça servait de travailler. Moi, je me disais, mais pourquoi les gens travaillent? En fait, c'est cool la vie, quoi, pourquoi pas. Oui, c'est... Et là, un jour, j'ai plus vraiment comme acheter à bouffer, et là, je me suis dit, je crois que j'ai compris un truc, là. Et donc, je me suis mis à bosser, voilà. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire que t'as participé aux manifestations de mai 68? Non, j'étais trop jeune, j'avais 12 ans. Oui, d'accord. Oui, Même ok. si vous faites un calcul, je vais vous éviter le calcul. J'ai 70 ans aujourd'hui, ça vous évite de calculer peut-être. Donc après, donc, en termes un peu de communication, donc on reste éloigné donc de tout ce qui est du marketing, ou c'est quelque chose qui a quand même été fait pendant tes années d'activité? Non, je faisais également de la communication marketing, mais principalement, ce que je faisais, c'est de la communication qu'on appelle de la communication institutionnelle ou qu'on appelle de la communication corporate, c'est-à-dire je travaillais beaucoup plus, mais pas uniquement, mais je travaillais beaucoup plus pour les entreprises, pour la communication des entreprises, c'est-à-dire les aider à ce qu'on appelle dans notre métier être accepté de leur public, c'est-à-dire avoir l'autorisation de travailler, parce qu'en fait les entreprises doivent non seulement être acceptés de leur public, mais être appréciés de leur public pour arriver à travailler dans de bonnes conditions. Et puis les salariés qui sont dedans doivent être aussi fiers de travailler dans leur entreprise, plutôt que d'en avoir un petit peu honte. Je
faut dire, par exemple, aujourd'hui, c'est pas facile pour une entreprise de travailler dans une pour les employés de travailler dans une entreprise du tabac, par exemple. Il y a plein de gens qui veulent pas travailler dans le tabac. Donc, ils ont un problème. Ils doivent travailler autre chose. Même dans le domaine de la santé, certains collaborateurs commencent à se poser des questions. Donc, il y a tout un sujet pour les entreprises pour arriver à continuer à exercer. Ça s'appelle en anglais la license to operate, c'est-à-dire l'autorisation d'exercer. Donc, nous, on travaillait auprès d'entreprises, des grandes, mais pas seulement, des moyennes, des petites aussi, pour les aider à être acceptés, appréciés de leur public, et aussi de leurs employés et de leurs futurs employés. Et du coup, moi, j'aurais une question là-dessus, c'est comment fait-on, justement, tu as parlé du tabac, comment fait-on pour marketer quelque chose qui est extrêmement sensible et qui peut causer des problématiques? Par exemple, je ne sais pas, si je veux, par exemple, marketer une entreprise de casino, ça peut amener à des addictions et voilà. Comment fait-on pour réussir à vendre ça? Alors, il se trouve, c'est une bonne question parce que j'ai travaillé à la fois et pour du tabac et à la fois pour du casino. Donc, je connais ces sujets. Le tabac, on peut pas vraiment travailler pour le tabac. Il y a une interdiction de communication sur le tabac. Par contre, ce qu'on peut faire pour rendre l'entreprise un petit peu plus acceptable, on peut lutter contre des choses qui sont encore pires que le tabac. Par exemple, pour les cigarettiers, il y a un sujet qui est très sensible et qui est les tabacs de contrebande, qui sont en général très très nocifs et qui leur font de mal. Donc, arriver à étudier ça, arriver à communiquer dessus, arriver à prévenir les publics sur les faux tabacs, c'est un moyen de rendre l'entreprise plus acceptable qu'elle ne l'est, parce qu'elle vend quand même quelque chose qui est très contestable. Pour le casino, moi j'ai travaillé pour le casino, mais là je ne travaillais pas sur l'acceptabilité, mais plutôt sur la bonne communication des casinos. Donc il fallait tout simplement d'abord rendre attractif les casinos, leur donner envie d'y aller, et ensuite il fallait bien insérer dans un tissu local. C'est-à-dire il faut que les gens considère le casino non pas comme un espèce de truc pour les touristes qui viennent le chevalier, mais plutôt quelque chose qui fait partie de la vie locale. Donc il y a un ensemble d'actions, on va peut-être pas les détailler ici, ce sera un peu long, mais c'est un ensemble d'actions qu'on peut mener pour que le public local voit le casino comme quelque chose qui leur appartient d'une certaine manière, en tout cas culturellement, plutôt que quelque chose qui est implanté par un grand groupe et qui vient uniquement pour faire des sous. Pour faire des sous, hein, il n'aurait pas uniquement. Okay. Moi, une question que je me posais justement, c'était un peu par rapport à un peu des conflits éthiques qu'on peut avoir, du fait de bosser pour ce genre d'entreprise. Est-ce que ça révèle quelque chose, ou est-ce qu'il y a quand même réussir à faire ce parallèle entre notre vie à nous, nos idées et cette personne? Bien sûr, mais on le fait toujours, on le fait tous, tout le monde le fait, tout le monde se pose des questions en se disant est-ce que je fais ou pas? Ça m'arrivait, on m'a souvent posé la question parce qu'il s'est trouvé que j'ai beaucoup travaillé sur les valeurs et j'ai écrit des livres sur les valeurs, sur ce genre de sujet. Mais en fait, ça arrive très très peu dans la vie d'une entreprise, qu'on se pose des questions. Ça m'est arrivé en fait que 2 fois en 40 ans d'exercice en me disant mais est-ce que j'accepte ce client? Non, ça m'est arrivé 3 fois en fait. Une première fois, c'était pour une technologie de vidéo en ligne. À l'époque, ça n'existait pas, la vidéo en ligne, ça ne marchait pas, et quelqu'un se prétendait avoir une technologie, et ça me semblait très très douteux. Donc j'ai été voir des journalistes spécialisés qui m'ont dit, écoute, ça me semble un peu probable. Maintenant, il y a tellement de choses dingues qui se développent que pourquoi pas, mais ça me semble dingue. Et effectivement, c'était faux. Et j'ai pris quand même le client, mais par contre, j'ai prévenu le client que j'allais prévenir le journaliste en disant que nous n'étions pas compétents pour savoir si c'était bon et que je les invitais à vérifier l'information que j'allais leur délivrer. J'ai bien fait parce que l'information était bidon et c'était une boîte qui était très très limite. Ça m'arrivait une deuxième fois pour un parti politique extrême que je ne vais pas citer, mais que je ne voulais pas travailler. Et j'ai fait semblant de vouloir travailler pour lui, pour voir la réaction des collaborateurs. Donc quand il y en a 3 qui m'ont jeté, je me suis dit, bon, ça va, on est à peu près dans la même ligne de ce que l'on veut, de ce que je souhaite. Donc j'ai prêché le faux pour savoir le vrai, et donc j'étais content de voir que j'étais dans une agence, que mon agence était un peu derrière moi au niveau de la façon dont je voyais les choses. C'est arrivé à nouveau que donc c'est la deuxième fois. Et la troisième fois, c'était pour un groupe canadien de sites pornographiques, qui ont des marques pornographiques. Vous allez me dire, vous connaissez pas, bien sûr, parce que vous allez jamais sur les sites porno, mais un site pornographique, et il se trouve qu'une agence de relations publiques, il y a essentiellement des femmes. Donc je me suis dit, je vais me faire jeter en allant demander à des collaboratrices de travailler pour des sites porno.
Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un écart de génération, parce qu'elles m'ont dit toutes, mais non, mais pourquoi pas, c'est rigolo, c'est sympa, on va le faire. Alors, il s'agissait pas de promouvoir des films porno, il s'agissait de communiquer sur les statistiques des sites pornographiques, c'est-à-dire qui consommait quoi, où. Qu'est-ce qu'on consomme en France, en Arabie Saoudite, en Russie, aux États-Unis, etc. Donc, les chiffres étaient assez marrants, mais j'étais surpris. Je croyais vraiment là que j'allais me faire jeter aussi par les collaborateurs, et pas du tout. Donc, on a pris le client, on a travaillé pour ce client-là pendant quelques années. C'est plus sur une sorte de papier d'études sur une sorte de papier sur des études qui avaient été faites en Angleterre. J'ai vu de statistiques tout simplement sur les fréquentations. Ils ont les chiffres de fréquentation et surtout ils voient ce que les gens regardent. Donc ça permet de voir les travers, nos travers dans les différents pays. Je peux pas besoin de grand chose parce que j'ai pas me couler les textes. Faut garder du foie. J'ai pas étudié la chose. Voilà, mais ça arrive assez peu finalement ce genre de cas. Oui, 3 fois, oui, c'est pas énorme. Fait que 3 fois en 40 ans d'expérience. C'est pas beaucoup. Est-ce que vous voulez d'autres questions ou est-ce que Oui, moi j'ai une autre question. J'ai cru comprendre que vous avez travaillé avec du marketing pour des chaînes d'information comme BFM TV ou autres, et j'aurais voulu savoir comment on market de l'information. Alors j'ai pas travaillé pour BFM TV. Non, j'ai pas travaillé. J'étais intervenant pour BFM TV. C'est-à-dire j'allais toutes les semaines pendant 2 ans, pendant 3 ans même. J'ai été dans des émissions sur la communication. Et des émissions, des tables rondes, vous savez, vous avez des tables un peu comme les Informés sur France Info, ou ça porte un autre nom, j'ai oublié le nom. Et donc, j'y allais toutes les semaines pour donner mon avis sur des choses que je ne connaissais pas, mais comme j'étais pas le seul, donc voilà. Alors, j'ai adoré faire ça parce que c'est un travail de journaliste plutôt. C'est-à-dire, je recevais les thèmes à 4h de l'après-midi, j'étais à la radio à 7h, il fallait quand même au moins pas loin d'1 heure pour y aller. Donc, j'avais 2 heures pour travailler en fait ces thèmes, et parfois je ne connaissais rien du tout. Alors quand même, comme on est à l'heure comme on est vachement aidé aujourd'hui par Internet, ça allait assez vite pour comprendre. Mais en fait, il fallait qu'en très peu de temps, d'abord, je comprenne de quoi il s'agissait. Ensuite, que je vois à peu près ce qui se disait sur les choses là-dessus. Ensuite, que je me fasse moi-même un avis un peu personnel sur la chose, que je ne connaissais pas une demi-heure avant. Ensuite, qu'il fallait que je trouve des choses à dire qui ne soient pas d'une banalité affligeante, parce que si c'est pour entendre ce que tout le monde dit, c'est pas intéressant. Et ensuite, il fallait que je trouve une manière de dire qui était aussi un peu impactante. Parce qu'on parle pas en radio comme on parle dans la vie, quoi. Il faut trouver un peu des formules, des métaphores, des choses qui permettent un petit peu de rendre les choses un petit peu vivantes. Tout ça en 2 heures. Donc j'adorais faire ça parce que j'avais fait ça et ça m'a appris beaucoup de choses. Moi, je ne marketais pas la faute BFM, mais par contre, j'étais invité sur BFM pour y aller, pour exprimer en fait un regard sur tel ou tel sujet. Donc ça vous a jamais arrivé de marketer de l'information ou autre On a failli travailler pour des médias. Est-ce qu'on a travaillé aussi? On a travaillé pour des médias, mais pas des gros médias, des médias professionnels ou des médias spécialisés. On travaillait pour un magazine qui s'appelait Transfert, par exemple, qui est un magazine spécialisé dans les nouvelles technologies numériques, qui n'existe plus maintenant. Et son auteur maintenant est devenu un auteur de romans qui a plutôt du succès. Et puis, on a travaillé aussi pour un magazine professionnel qui s'appelait Le Chef. Il existe peut-être toujours, ce magazine. C'est un magazine qui s'adressait aux chefs cuisiniers. Et donc là, notre mission était principalement de bien positionner le titre auprès des relais d'opinion que sont principalement les journalistes à l'époque. Et puis, accessoirement, de plus en plus, les influenceurs, les réseaux sociaux, etc. On passe un peu à la deuxième problématique qu'on avait imaginée, un peu plus sur le thème, parce qu'on est à la base de cette interview, on était parti sur l'idée d'un thème précis qui était on appelait construire l'avenir. Et c'est un peu des questions, c'est aussi pour ça qu'on voulait avoir un communicant, on a la chance d'avoir quelqu'un en plus d'expérience avec nous, savoir un peu comment est-ce qu'on peut réussir, via la communication, à donner l'idée d'un avenir radieux, ou en tout cas permettre de l'imaginer, comment est-ce que ça peut se mettre en place. Alors, c'est pas le rôle de la communication de donner un avenir radieux. Il peut y avoir quelqu'un qui a envie de donner un avenir radieux et qui veut utiliser la communication pour le faire croire, ou ou y faire adhérer, ou convaincre, tout simplement. Mais le rôle de la communication, c'est tout simplement, la communication, c'est mettre les gens en relation et de se comprendre. Ce qui est déjà pas facile. Parce qu'entre ce que je veux dire, il y a un schéma très connu qui dit entre ce que je veux dire, ce que je dis vraiment, ce que la personne comprend, ce qu'elle croit comprendre, ce qu'elle comprend vraiment, déjà, à la fin, il reste plus de 10%. En plus, si vous ajoutez ce que vous avez comme identité, comme valeur de votre côté de l'émetteur par rapport à ce qu'il y a comme identité, comme valeur du côté du récepteur, quand on arrive à communiquer, c'est presque du miracle. En fait, on communique jamais vraiment. Par contre, on communique très très bien. Ça, c'est fantastique. Et qu'on communique encore mieux, ça s'appelle plus de la communication, ça s'appelle de la communion.
Vous êtes en communion avec quelqu'un parce que vous communiquez parfaitement. Ça, c'est vraiment. Donc ça, c'est le rôle de la communication, c'est arriver à tout simplement parce que les gens arrivent à se comprendre un minimum et aussi à adhérer. Mais il y a un rôle de la communication qu'il faut pas du tout renier, qui est d'influencer. Et influencer, c'est une très bonne chose. Alors on dit toujours, faut pas être influençable. Ben, s'il faut être influençable, quelqu'un qui est pas influençable, c'est quelqu'un qui évolue pas dans sa vie. On n'arrive pas à quelqu'un de faire découvrir en me disant, tiens, mais je vais te faire découvrir une musique que tu connais pas et que veut pas se faire influencer. Ben, on n'apprend jamais rien. Donc on a besoin de se faire influencer. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas être trop influençable. Mais ne pas être influençable est presque pire que de ne pas être influençable. Donc le métier de la communication, c'est d'influencer. Mais c'est pas de la manipulation. La manipulation, c'est je te dis pas qui je suis, et je te dis pas ce que je veux de toi. Donc, je t'emmène à faire quelque chose d'une manière un peu détournée. Ça, c'est de la manipulation. La bonne communication ne manipule pas. La communication, c'est de l'influence. C'est-à-dire qu'en gros, je veux te convaincre que cette chose est bien, mais je te dis qui je suis. Donc, je suis pas caché. Je te dis c'est moi, je te dis. Et puis, en plus, je te convainc que c'est vraiment bien. C'est ça, la communication. La communication a toujours un rôle d'influence. Je prends toujours l'exemple de deux copains qui veulent aller au resto. Il y en a un qui veut aller dans un resto italien et puis l'autre qui veut aller dans un resto thaïlandais. Alors, il y en a celui qui veut aller dans le resto italien, il dit, attends, ce resto italien, il te fait des pâtes à la vongole, c'est les meilleures que tu auras jamais mangé de ta vie. L'autre, il dit, ouais, non, mais attends, les pâtes, je connais, et thaïlandais, moi, je connais thaïlandais, c'est épicé, c'est fantastique, ils font des trucs, tu peux pas imaginer, etc. Il y en a des deux qui gagnent. C'est lequel? Bah, c'est celui qui propose la nouveauté. Non, c'est celui qui découvre un restaurant. Donc, se faire influencer est une bonne chose. Donc, on a une mauvaise vision de l'influence. L'influence est une bonne chose. Par contre, il y a une zone grise avec la manipulation et il faut faire les différences avec ça. Mais justement, est-ce que parfois il y a pas des moments où tu as eu l'impression de manipuler de par comment tu vendais une communication, comment tu vendais quelque chose, que ce soit de manière très corporate au sein de l'entreprise? J'ai toujours eu le sentiment d'influencer et j'aime influencer au même titre que j'aime qu'on m'influence. J'adore qu'on me fasse découvrir des choses que je connais pas, qu'on me dise, par exemple, j'aime pas tellement la techno. Vous devez mener la techno parce qu'on n'a pas le même âge. Mais moi, j'aime pas tellement la techno. Mais comme quand mon fils me dit, mais attends, mais si, mais t'y connais rien, je vais te faire découvrir la bonne techno et qu'il arrive à me faire découvrir la bonne techno, bah, je vous dis, j'ai appris quelque chose. Et j'adore me faire influencer et j'adore influencer les autres. Si on discute hors micro, vous dire pourquoi le jazz c'est une musique incroyable et qui reste incroyable. Et même aujourd'hui, on a la chance en plus d'être ça en France, dans le deuxième pays du jazz, avec des musiciens incroyables, mais de talents qui sont enviés dans le monde entier. Donc j'adore influer. Et moi, par exemple, dans mon festival, dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'invite les gens à venir et souvent ils viennent plutôt parce que il y a à manger, il y a à boire, c'est sympa, c'est un séchoir à tabac. Mais ils connaissent pas le jazz. Et quand ils repartent, ils disent, mais le jazz, c'est pas mal, finalement. Là, je vous dis, j'ai gagné. C'est fantastique. Bon, j'aimerais bien me faire influencer par ça. Moi, j'aurais une question dans cette question d'influence, mais alors si on essaie d'influencer, de marketer un produit de non première nécessité, exemple, je suis un marketing, je sais d'influencer pour aider une boîte qui vend un aspirateur, par exemple. La personne n'a pas besoin d'aspirateur dans le moment. Mais je veux quand même réussir ma tâche qui est de le vendre. Où est-ce que tu te places moralement par rapport à ça éthiquement? Éthiquement, je me place, moi je suis vendeur d'aspirateurs, ou je travaille pour une société qui vend des aspirateurs. Son rôle, c'est de vendre des aspirateurs, et c'est très très bien, parce que d'abord les aspirateurs c'est utile, ensuite ça fait travailler une entreprise, et ça donne des salaires à des gens qui fabriquent des aspirateurs. J'ai aucun problème à ce qu'une boîte essaie de vendre un aspirateur. Alors, essayer de le vendre à quelqu'un, je trouve que c'est très très bien, mais si ce quelqu'un n'en a pas besoin, l'achète quand même, c'est son affaire. Si ce quelqu'un l'achète pour se faire plaisir et qu'elle a les moyens, et qu'elle n'en a pas besoin, c'est très bien. Si la personne n'en a pas les moyens, ça c'est un autre problème, c'est-à-dire que la personne n'a pas les moyens d'acheter un aspirateur, et parce elle s'est laissée influencer, effectivement achète l'aspirateur. Mais peut-être cette personne est trop influençable, et ça demande une éducation des gens aussi, qui se laissent influencer, mais elle ne sera pas seulement influencée pour acheter un aspirateur, elle sera influencée pour se mettre en couple, homme ou femme, avec quelqu'un, alors que c'est pas quelqu'un qui lui sera forcément avec des bonnes intentions. Et là, la société ne peut pas protéger tout le monde contre ces mauvaises intentions. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème éthique à travailler pour une entreprise et à travailler pour des produits. En fait, il y a très peu de produits dont on a besoin. C'est-à-dire la quasi-totalité des produits que nous avons. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé dans d'autres pays, mais si vous allez
en Afrique ou en Asie, dans certains pays. Moi, j'ai vu des gens, il y avait rien dans leur case ou il y avait rien dans leur truc. Et en fait, je me disais, mais ils vivent vachement bien, quoi. Ça apporte rien. Et quand je revenais chez moi, j'ai envie de tout jeter parce que ça me servait à rien. Mais bon, je vis en Occident et on est habitué à avoir de l'eau quand on ouvre le robinet, à avoir de la chaleur quand on veut, du frais quand on veut. On est dans un studio qui est climatisé et on a du mal à s'en passer. Le confort. Une question que je me posais, c'était aussi un peu par rapport à peut-être des campagnes de communication qui sont pas forcément celles que tu as faites, mais qui t'ont influé ou en tout cas inspiré à titre personnel, où tu dis ce produit était quand même exceptionnel, j'aimerais pas refaire la même chose, mais faire un coup aussi important. Il y a eu beaucoup de campagnes qui ont été fantastiques. On va pas en citer 40, mais... Et là, je pense vraiment peut-être plus personnel. Moi, c'était la qualité créative qui impressionne, c'est-à-dire l'espèce de petit saut créatif. C'est un publicitaire qui a inventé ce terme-là, mais de saut créatif, c'est-à-dire on part de rien et puis on arrive à raconter une histoire intéressante avec quelque chose bah, une bouteille d'eau, c'est pas passionnant quand même, mais enfin les communications Evian avec les bébés Evian, c'est fabuleux quoi, d'avoir et on comprend immédiatement quand on voit on comprend l'idée immédiatement et le saut créatif a permis de faire quelque chose. Je pourrais en citer plein, mais il y a eu plein de campagnes publicitaires. Il y a eu plein de campagnes de relations publiques aussi qu'on a montées, qui ont bien fonctionné, qui ont permis de faire avancer des choses, parce que les agences de communication ne travaillent pas que pour les entreprises. On travaille aussi pour des associations. On a travaillé pour une fondation de recherche contre le cancer, on a travaillé pour la Fondation pour la recherche médicale, on était partenaire de Human Rights Watch, qui est donc l'équivalent d'Amnesty International, mais qui travaille un petit peu différemment, et on travaillait pro bono pour cette association. Donc on peut mettre le talent de nos équipes au service de causes qui ne sont pas toujours des causes d'entreprise, mais des causes aussi sociales. J'ai même travaillé pour un grand orchestre classique aussi pour l'aider à se faire connaître. Justement, dans la question que je me posais aussi, c'est parce que tu avais dit que tu avais pendant un moment, Wellcome était la plus grosse entreprise indépendante de communication de France. Mm-hmm. La question, c'est un peu, comment est-ce que tu arrivais à justement réussir à faire une aussi grosse entreprise. Enfin, je sais que c'est un travail collectif, une entreprise, mais c'est vrai que c'est quelle méthodologie de travail qui s'est activée pour... Tu as donné la réponse dans ta question. C'est un travail collectif, c'est-à-dire que je pense que il y a différents profils d'entreprise, il y a différentes cultures d'entreprise, hein, et ça, c'est des choses que j'ai notamment étudiées. Mais pour ma part, moi, la réponse pourrait paraître un petit peu pipeau, c'est ce que je vais dire, mais c'est la vraie réponse. En fait, j'aime les gens. J'aimais les gens avec qui je travaillais. Et donc, il y a rien qui me faisait plus plaisir que de voir des collaborateurs qui progressaient, qui avaient la capacité d'évoluer. Et c'est un transfert d'énergie. Quand on a une boîte, il faut avoir de l'énergie de convaincre des clients, l'énergie de convaincre des collaborateurs. Et puis l'envie que ça fonctionne et l'envie de faire une espèce de groupe social qui soit un peu différent. Donc, au départ, c'est ça. Après, pour diriger une entreprise, je dirais qu'il faut avoir un peu le sens de la survie, parce qu'il y a des moments où ça devient difficile. Donc, il faut avoir le sens de la survie. Et je vais même dire autre chose, il faut être un peu parano. Parce que quand vous avez une boîte, un matin, quand vous arrivez, s'il n'y a pas une mauvaise nouvelle, je dis, c'est pas normal. Il va se passer quelque chose. Donc, il y a toujours des mauvaises nouvelles, à peu près, pas tous les jours, mais au moins un jour sur deux. Vous avez un client qui veut se barrer, vous avez un collaborateur qui a plein de talents sur lequel vous aviez misé, qui veut vous quitter pour aller dans une autre agence ou aller chez un client. Vous avez un problème de paiement d'un client. Il y a de mauvaises nouvelles à peu près tous les 2 jours. Donc, si on n'est pas un peu parano, ça marche pas, parce qu'il faut anticiper ces coups-là. C'est-à-dire, faut les voir venir. Et ce qui fait un peu que c'est quel genre de valeur que pour toi tu prônes en tant que bon communicant, qu'est-ce qui pour toi vraiment fait que quelqu'un est bon dans ce domaine-là? Enfin, j'imagine que ça peut différer en fonction de à qui on parle, mais c'est vrai que comme justement il y avait tout ce travail collectif où tu voulais voir les gens progresser, c'est vraiment quel type de valeur que tu comptais apercevoir et voir développer chez tes collaborateurs? Je vais te répondre de manière. Alors d'abord, il y a 2 aspects dans la question. C'est quelle valeur pour l'entreprise ou pour le dirigeant et quelle valeur pour les collaborateurs. Pour le dirigeant, il y a une valeur centrale, c'est l'exemplarité. Moi, je crois que le patron doit être exemplaire. Je veux dire, on peut pas demander aux gens de bosser si on vient pas au boulot avant les gens et qu'on part après les autres. Je veux dire, il faut se montrer exemplaire dans la façon dont on se conduit, parce que les gens, ils regardent pas ce qu'on dit, ils regardent ce qu'on fait. Donc, si on n'est pas exemplaire, ça marche pas. Après, dans ma propre agence, moi, j'avais défini avec mes collaborateurs 4 valeurs qui faisaient l'anagramme Aloé.
savez ce que c'est que l'aloe? C'est une petite plante. Oui, il faut l'aloe vera, justement. Aloe vera. Absolument, voilà. Et aloe, parce que ça faisait l'anagramme de ambition, loyauté, ouverture et enthousiasme. Ambition, parce que qu'est-ce que c'est que l'ambition? Bah, c'est espérer, enfin, faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Donc, il faut avoir l'ambition. Et pour nous, l'ambition, ça voulait dire plein de choses. Ça voulait pas dire avoir une ambition économique. Ça voulait dire avoir une ambition de faire la meilleure agence, d'être la meilleure, d'avoir les meilleurs collaborateurs. Une ambition un peu de qualité. Ouais, il y avait l'ambition de l'artisan, en fait, de faire un bon travail. Donc, on avait cette ambition-là et de se faire reconnaître comme étant une des meilleures agences, en tout cas. Si ce n'est la meilleure, en tout cas, une des meilleures agences. La loyauté, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et c'est pour moi une valeur cardinale. C'est vraiment la loyauté. Alors, c'était vrai entre nous dans l'agence, mais aussi avec les clients, avec les journalistes, avec les influenceurs, avec les fournisseurs. C'est-à-dire être loyal, tout simplement. C'est-à-dire, il y a une phrase que je déteste, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire, ce qui est une manière de prendre l'autre un peu pour un imbécile, quoi. Je veux dire, si c'est pas ce que tu voulais dire, bah dis-le autrement. Donc la loyauté est une chose importante. En fait, derrière le mot ouverture, qui était un peu joli, en fait, le vrai mot, c'était la curiosité. Moi, j'aime pas les gens pas curieux. J'aime bien que les gens posent toutes les questions. Il y a pas de mauvaises questions, il y a que des mauvaises réponses. Donc, on peut poser toutes les questions. D'ailleurs, là, vous pouvez me poser toutes les questions. Il n'y a aucune question qui me gêne et je trouve que c'est une bonne qualité. Par exemple, je n'engageais jamais quelqu'un qui me posait pas de questions. Je me disais, il en a la foutre, quoi. En fait, il pense qu'à lui, il pense pas à moi, quoi. Donc, la curiosité est essentielle. Et puis, l'enthousiasme, c'était une fausse barbe. Le vrai mot, c'était plaisir. On avait envie de se faire plaisir. On avait envie le matin d'aller au boulot, d'être content de voir les gens. On avait envie que notre vie soit du plaisir, tout simplement. Et le plaisir de bosser, le plaisir d'être avec des gens qu'on aime bien, le plaisir d'avoir des clients qu'on apprécie. C'est important le mot plaisir. On n'ose pas l'utiliser, mais c'est important le mot plaisir dans le milieu professionnel. S'il n'y a pas de plaisir, on s'emmerde. Ça donne pas envie de rester, de s'investir dans une boîte si on n'a pas de plaisir. Ouais, il faut avoir du plaisir, il faut pas avoir peur de vouloir avoir du plaisir. Moi, je peux... Enfin, j'avais juste une autre question qui me venait en tête, mais je crois que vous avez mentionné, enfin que tu as mentionné, pardon, que tu as fait de la communication pour des partis politiques et j'aurais voulu savoir comment tu marketes un opinion. Alors là, pour le coup, j'ai pas du tout travaillé pour le politique. J'avais été questionné par un parti politique, j'ai refusé de travailler pour ce parti politique et je n'ai jamais travaillé pour un parti politique. Je me suis occupé, je vais pas citer de qui, mais en Gironde, je me suis occupé de l'élection d'un maire récemment. C'était ma première campagne politique. J'adorais faire ça parce que j'avais jamais fait ça. Et alors ça, il y a une chose que j'aime faire, c'est faire quelque chose que j'ai jamais fait. Enfin, une des choses que j'ai préférées dans la communication, c'est, je crois que c'est un métier qui a une caractéristique qu'aucun autre métier n'a. Une première caractéristique qui est horizontale. Dans la communication, on peut travailler pour des godasses, on peut travailler pour des partis politiques, on peut travailler pour des fondations pour la recherche médicale, on peut travailler pour de la bouffe, on peut travailler pour des voitures. On apprend tous les jours. Et ça, c'est fantastique. C'est un super métier. C'est pas le seul métier qui fait ça. Les métiers de conseil, les experts comptables travaillent pour des tas de métiers. Mais il y a peu de métiers qui travaillent pour autant de métiers différents. Donc ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'on travaille en permanence du conceptuel au concret. Et il y a très peu de métiers qui font ça. C'est-à-dire, imaginer les choses et les réaliser. C'est pas le seul métier qui fait ça. Architecte fait ça, chef d'orchestre fait ça. Il y a d'autres métiers qui font ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais un métier qui, à la fois, permet d'aller du conceptuel au concret, ou du concret au conceptuel, et en même temps de travailler pour des tas de métiers, il n'y en a qu'un seul, c'est la communication. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire, on s'ennuie jamais. C'est-à-dire que on peut travailler pour le conceptuel, pour un métier dans l'alimentaire, et puis travailler pour le concret, pour un métier dans l'automobile, et travailler. Donc, on est en permanence en train de naviguer dans des univers qui paraissent assez complexes, mais une fois qu'on a cette agilité-là, en fait, on navigue dans plein de sujets beaucoup plus facilement, et surtout quand on est jeune, on s'ennuie jamais. Et ça, c'est vraiment bien, parce que moi, je m'ennuie très vite. C'est que justement, en fait, ça reste beaucoup justement dans cette idée que tu avais d'ouverture, de curiosité, l'idée de concret au conceptuel, le fait de découvrir une entreprise, de travailler un peu son histoire pour avoir la meilleure, entre guillemets, campagne de communication. C'est le terme. Alors, c'est ça. Ouais, on travaille du concept. Alors, au départ, on part du concret, bien évidemment. Mais on part moins de l'entreprise. Ce que je vais dire, je le disais pas à mes clients, je vous le dis à vous. Mais, en fait, je m'intéressais pas tellement aux clients parce que on pige vite le client. Passer 2 heures chez le client, vous avez tout compris, quoi. Enfin, sauf si on est un peu obtus, mais si on est un peu curieux et qu'on pose les bonnes questions, on a tout compris en 2 heures. Ce qu'il faut comprendre, et ce que les gens, j'ai donné des cours dans des écoles de communication, et j'ai trouvé qu'ils passaient pas assez de temps là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas l'entreprise,
Ce qu'il faut comprendre, c'est les gens à qui ils parlent. Donc moi, je préférais passer du temps à essayer de comprendre les gens à qui ils parlaient pour savoir comment j'allais m'adresser à eux pour justement faire le pont de communication. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre les gens. Donc je passais beaucoup plus de temps à comprendre les gens à qui j'avais à parler plutôt que de comprendre l'entreprise, parce que ça allait très vite, ça se fait rapidement. Mais on va vers le concept, après, on essaie de trouver une idée forte, et puis on essaye de... Je vais vous donner un exemple, parce que je suis pas très concret là dans ce que je dis. J'ai travaillé un jour pour Midas qui voulait développer un outil de communication pour convaincre des garages de passer sous enseigne Midas. Parce qu'en fait, les gens qui tiennent des centres Midas, c'est pas des anciens charcutiers ou architectes, c'est des gens qui étaient déjà dans l'automobile et là-dessus. Et je me suis dit, comment est-ce que je fais pour convaincre Monsieur Duchemin, qui est garagiste à Sainte-Foy-la-Grange, j'ai n'importe quoi, de enlever son enseigne Jean Duchemin pour s'appeler Midas. Moi, je le ferais pas. Je suis fier de m'appeler Jean Duchemin. Et en fait, j'ai trouvé l'idée en disant, devenez numéro 1. Parce que Jean Duchemin, il a Monsieur Martin, qui est son concurrent depuis toujours, qui est numéro 1 de la ville, ils en ont marre, qui donc il a envie de devenir numéro 1, et donc marqué devenez numéro 1 avec Midas. Et en fait, c'était ça l'argument. Donc il faut, pour ça, pas savoir tout ce que fait Midas, il faut essayer de se mettre dans la tête de la personne à qui on parle. Donc, et c'est ça la communication. S'il y a un secret en communication, c'est ça, c'est de s'intéresser aux gens à qui on parle. C'est ça la communication. D'accord. Moi, j'ai une petite question. Donc, qu'apporte en fait d'avoir travaillé toutes ces années dans la communication d'un point de vue personnel et jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que ça apporte? Ben moi, ça m'a apporté plein de choses. Au niveau de mon entreprise, ça m'a apporté plein de choses. Au niveau des rencontres, ça m'a apporté plein de choses. J'ai rencontré des gens vraiment intéressants dans différents secteurs, dans différents domaines. Ça m'a appris aussi à essayer de comprendre ce qu'était la communication. J'avais fait un papier un jour dans un journal professionnel assez connu qui s'appelle Stratégie pour essayer de éclaircir la communication, parce qu'on opposait souvent les gens naviguent très très mal en parlant de publicité, en parlant de relations publiques, en parlant de marketing opérationnel. Tout ça, c'est des métiers, mais comment ça marche? Moi-même, je savais pas. Donc à un moment, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de l'organiser, j'ai essayé de structurer, et j'ai proposé un papier en montrant que pour bien communiquer, mais ça nous emmènerait trop loin que je le détaille, mais en gros j'expliquais que ça reposait sur à la fois un travail de séduction, un travail de relation et un travail de stimulation. Et ce qui est vrai dans la communication d'entreprise est vrai aussi dans la communication entre les personnes. Si tu veux ce soir donner une copine au restaurant, il faut déjà que tu la séduises, il faut déjà qu'il dise tiens, le mec il est pas mal. Oui. Ensuite, il va falloir qu'elle ait confiance. Je veux dire, j'espère qu'il n'est pas redouille, donc elle va se renseigner. Et donc, c'est un travail de relation avec les copains pour essayer de savoir si t'es pas un mec relou et qui va pas une soirée de péta terrible. Et ensuite, il va falloir que tu la stimules. Bon, qu'il va dire, tu sais, le petit restaurant, là, des pâtes à la vongole, là, dont je t'ai parlé tout à l'heure. En fait, ces petites pâtes à la vongole, c'est les meilleures pâtes de la ville et je vais te faire découvrir. Et elle va se dire, bon, je sais pas si le mec, il est pas relou ou si c'est pas truc, mais déjà, si je bouffe bien, c'est déjà pas mal. Il t'a coûté trop ce petit cours m'influer des escorces. D'accord, merci. Eh ben, je pense que c'est la question et surtout la réponse qui va un peu clôturer cette interview. Ben, en tout cas, on te remercie beaucoup d'avoir répondu, et en plus avec tant de détails, des questions très très à la fois agréables à entendre, mais aussi assez sympathiques en termes d'explication. Enfin, en tout cas, dans ce que t'es formulé. Donc, j'espère que tout le monde a pu un peu comprendre, a pu un peu les idées qui ont pu un peu s'élaborer par rapport sur la communication. Mais en tout cas, vraiment, merci à toi. Merci, c'est un Oui, merci Thierry d'avoir participé à cet événement. C'était très enrichissant personnellement. C'est très intéressant. C'est une très bonne première, avec en plus un invité de très bonne compagnie. Le plaisir était partagé. Mais en tout cas, donc, on vous souhaite un bon au revoir pour cette première session d'interview. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt.